Un avertissement lancé aux médias et aux journalistes. Nous parlons de ce communiqué du CESAC sur fond de quelques questions qu'on va se poser dans le cadre de votre émission. Nous, de la presse, notamment, on essaie de savoir quelle écriture journalistique devrons-nous adopter pendant cette période de pré-campagne. Quelle information pendant cette période de pré-campagne où tout est devenu communication, comment faire appliquer les mesures du CESAC pendant cette période pré-campagne électorale sur les réseaux sociaux. Et pour parler et pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir un prof, un maître, un enseignant, un pédagogue. Bonjour Obou Lequès. Bonjour Élisée Odia. Je dis je tremble. Il n'y a pas de raison. Aussi, je me retrouve devant le jury de la deuxième licence pour l'obtention de mon diplôme de licence. Là, les questions, je me dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Vous faites déjà très bien sur votre travail, et donc c'est pas le même contexte. Et ici, c'est plutôt moi qui vais être cuit par vos questions. On va voir, mais là, vous êtes professeur à l'IFASIC, chef de travaux, enseignant, pédagogue. À l'IFASIC, aujourd'hui, l'IFASIC est pointé du doigt. Il paraît que le journalisme, si ça ne marche pas bien ici au pays, mais déjà, on commence par savoir, est-ce que le journalisme fonctionne bien ici? Le journaliste travaille bien ici au pays? Je crois que pour bien évaluer le travail du journaliste, on ne peut pas évaluer uniquement ce que les gens voient à la maison. C'est vrai qu'eux, ils ont raison, ils évaluent par rapport à ce qu'ils voient, mais si on est plus sérieux, plus systématique, on devrait voir si l'environnement pour pratiquer ce métier est le même. Si dans le passé, lorsque le journalisme était un métier très noble que tout le monde craignait, quelles étaient les conditions de travail, quelle était la considération que la société avait envers ce travail-là, voilà, quelle était l'écologie générale dans laquelle baignait le journalisme. Aujourd'hui, ce n'est plus la même écologie. Vous savez, par exemple, on avait un seul média public, un seul média qui était le média public, c'était la RTNC, on avait une seule agence, l'agence congolaise des presses, on avait 2-3 journaux qui étaient quelque part supportés par le gouvernement, qui donnait de l'argent, des moyens. Eh bien voilà, c'est plus la même situation aujourd'hui. Il y a un foisonnement, le secteur privé a fait un bond important, c'était le boom dans le secteur privé, et on ne remplit pas nécessairement toutes les conditions pour faire vraiment des médias qu'il faut. Ce n'est plus devenu vraiment des maisons de presse, c'est souvent des organes qui dépendent... Des boutiques, des câbles... Des petites boutiques qui dépendent vraiment de la volonté de l'entrepreneur qui est là-dedans, qui n'y met pas tous les moyens. Toutes ces conditions-là font que ce n'est plus le même journalisme que comme on connaissait dans le temps, et même l'environnement économique n'est plus le même. Si dans le temps, on avait, il y a quelques années, une vingtaine d'années, des médias, même les privés qui venaient de naître, avaient peut-être une manne publicitaire assez importante, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et bien voilà. Et la société... Est-ce que ça justifie tout? Est-ce que ça justifie, allez, on va le dire, une sorte de dévaluation de ce métier et du journaliste congolais? Il ne faut pas qu'on se leurre, hein, voilà. On ne vaut plus grand-chose. Hein. Je dis que ça n'explique pas trop tout. C'est pourquoi je dis qu'il faut une approche holistique. Il faut prendre ça de manière tout à fait globale. Et si les personnes ne sont pas mises dans les conditions de travail, ça ne donnera pas le résultat. Si les personnes ne sont plus formées comme avant, et disons-nous la vérité, on ne forme pas un journaliste dans un amphithéâtre. Ça ne se fait pas. Or, aujourd'hui, la formation est à la massification. Et donc, c'est clair. Ah, je sais quelque chose. Faites un tour à l'IFASIC. Vous allez voir les nombres. Ce qui n'est pas. C'est vrai qu'il y a des ambitions, il y a ceux qui veulent, mais franchement, j'ai un A ou B, 1000 étudiants dans une salle de classe, comment on s'en sort, comment on arrive à dispenser une bonne formation quand on est aussi, on est devant soi, on est en face de soi, une multitude, c'est très difficile. Parce que le journalisme, c'est un métier où on prend quelqu'un par la main, on lui montre le chemin, on lui dit qu'on écrit comme ceci, on écrit comme cela, et il faut suivre. Personne ne nous l'auront pas. Personne ne va corriger 1000 copies. Ça n'existe pas. Surtout pas avec la même rigueur. C'est pas possible. Mais comment vous faites? Comment vous en sortez? Moi, je rappelle, vous êtes chef de travaux à l'IFASIC, dont vous donnez la presse écrite, mais également la théorie de l'information et de la communication. Il faut passer par lui. Il faut. IFASIC, vous voulez faire le journalisme, passer par l'IFASIC et demander à passer par les mains ou entre les mains de Obou Lequès, surtout la théorie de l'information
l'information et de la communication. Je sais de quoi je parle. Mais on se dit ça. Comment vous en sortez-vous? On travaille maintenant en équipe et en shift. C'est vrai qu'avant, on donnait beaucoup de travaux. Aujourd'hui, on ne donne plus beaucoup parce qu'on sait qu'on ne va pas les corriger. On n'a pas le temps de les corriger. Là, vous êtes sincère? Je suis sincère, parce que comment vous voulez que je donne chaque semaine des travaux aux étudiants qui sont par exemple en 3e graduat, où c'est un atelier de presse écrite, je devais leur donner des travaux chaque semaine. En principe, on doit leur donner ces travaux. Le professeur vient, donne les travaux. Nous, les chefs de travaux et assistants, corrigeons. Mais si nous retrouvons chacun avec 100 copies par semaine, c'est pas possible de corriger ces 100 copies par semaine. Voilà. Ça ne sert à rien donc de faire ça chaque semaine. On les fait peut-être tous les 2 ou toutes les 3 semaines, ce qui n'est plus le rythme normal. Mais avant, ils n'étaient pas nombreux. Nous n'étions pas très nombreux. Écoute, il y avait des classes qui avaient 20 étudiants. Alors, le professeur, qu'est-ce qu'il connaissait chacun par son nom, par son prénom? Il pouvait même deviner les réponses que tu vas donner parce qu'il vous connaissait. Mais ce n'est pas avec 500, 700 ou 1000 personnes qu'on va faire la même chose. Il faut le reconnaître, mais nous sommes une institution publique et donc on ne va pas contredire le gouvernement qui a la politique de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent avoir la formation. Nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous sommes les agents de l'État. On ne peut qu'obéir. Mais nous savons que c'est faible. Sincèrement, on sait que c'est faible. Et là, on vient encore de nous flanquer l'histoire de LMD. LMD, oui. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe très mal. J'étais pas encore. Pas encore. Pas. Les enseignants eux-mêmes, la plupart, quelques-uns, oui, disent qu'ils comprennent, mais c'est... Enfin, sur papier, en fait. Je dis que c'est sur papier. Et certainement, ils ne comprennent pas grand-chose de cette histoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très adapté par rapport à notre système d'enseignement. Est-ce qu'on n'est pas un peu réfractaire aux réformes? C'est une des réformes. Oui. Il faut faire un effort pour vous adapter. Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'argument que trouvent ceux qui sont à la direction pour dire non, les gens sont réfractaires au changement. Mais je crois que quand quelqu'un a enseigné comme moi pendant 20 ans, il peut quand même savoir que là d'où on vient ou là où on est en train de partir, c'est pas ça. C'est pas ce que ça donne. On a tout de suite le retour par rapport aux étudiants qui vous disent que, par exemple, là, on n'a pas assez compris. Mais cela n'empêche qu'il y en a d'autres qui s'adaptent très, très vite. Il y en a qui s'adaptent très vite. Donc, il y a le côté aussi personnel, oui. Il y a le côté institution, formation, mais il y a l'individu lui-même, en fait, qui doit se doter... Pour toute la formation, d'ailleurs. Pour toute la formation et pour un métier comme le journalisme, ou pour tous les autres métiers de communication. Quand tu veux être un communicant, il y a cette équation personnelle que nous appelons la performance personnelle. Comment vous-même, vous prenez, comment vous faites. Il y a le côté artistique, par exemple, pour le journalisme. Comment vous écrivez, comment sont vos titres, voilà. Ça attire les gens. Si vous écrivez n'importe comment, les gens ne viennent pas, même si vous avez par ailleurs la technicité. Mais si vous avez le côté personnel très développé, vous vous y donnez, souvent les gens viennent vers vous. Il y a des promotions. Même ceux qui n'étaient qu'à 20 ou à 30, tous n'ont pas été bons, nécessairement. Mais au moins, on voyait que la majorité était de bonne qualité. Voilà. Vous donnez le cours, la théorie de l'information et de la communication, ça fait toujours débat. Les gens cherchent à savoir quelle est la différence entre l'information et la communication, parce qu'elle existe. Voilà, oui, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. L'information n'est pas la communication n'est pas l'information. Même si les deux concepts, nous appelons, ce sont des concepts consubstantiels. Ça veut dire, ils vivent ensemble comme concept. Généralement, il n'y a pas de communication sans qu'il y ait information, même si on peut dire à un certain moment qu'on peut avoir de l'information qui n'amène pas nécessairement à la communication. Et c'est quoi la grande différence? C'est que l'information, c'est tous les contenus cognitifs, toutes les sommes des connaissances que nous acquérons d'une manière ou d'une autre peuvent être qualifiées d'information. Parce que l'information aujourd'hui, ce n'est pas un concept qui est nécessairement lié seulement au journalisme. Voilà, maintenant tout le monde peut donner l'information. Les informaticiens sont... Enfin, l'information passe. Ouais. Tous ceux qui font l'économie, ils ont l'information. La météo, c'est de l'information. Donc, il y a l'information maintenant, c'est entré dans plusieurs domaines. On ne parle pas seulement du journal. Mais si on rentre dans notre domaine à nous, les sciences infocom, effectivement, l'information, c'est le contenu de tout ce qui est partagé entre un pôle émetteur et un pôle récepteur, en passant par des outils, en ayant un but. Mais le but et le processus, c'est la communication. Ça veut dire que la communication, en fait, englobe l'information. L'information est une infime partie de la communication. La communication, c'est tous les mécanismes qui font qu'il y ait une relation entre un émetteur et un récepteur. Par exemple. Et cette relation est basée sur
l'information. Par exemple, je me réveille tous les matins, je vous rencontre, je vous salue, Madame Élisée, je vous salue. Lorsque je vous salue, vous me répondez. Nous sommes entrés dans une communication parce que nous nous connaissons. Ce processus-là est un processus de communication. Mais lorsque vous vous mettez ici à la télévision, vous faites votre émission, vous diffusez pour quelqu'un qui est, je donne un exemple, qui suit ça sur son téléphone, vous ne créez pas de relation de communication avec cette personne-là. Vous lui diffusez une somme de connaissances, une somme d'informations, la personne fait ce qu'elle veut, elle peut prendre, elle peut rejeter, elle peut même vous insulter sans que vous ne puissiez entendre, vous n'avez pas créé la relation. En fait, le but de la communication, c'est qu'à l'issue de ce processus-là, de ces mécanismes qui passent par un émetteur, un récepteur, tout ça, dans un contexte précis, le but, c'est de créer ce type de relation entre les deux. Qui a un feedback? Voilà. Il y a un retour quand même, un répondant positif ou négatif, qui est un répondant. Et ça, on est dans la communication. Et ce répondant-là, c'est généralement ça qui crée la relation. Même si vous ne sentez pas qu'il y a un répondant, mais il y a toujours un répondant quelque part. Ce que nous appelons, nous, l'existentialité de la relation. Parce que la communication, elle existe en fait. Elle est palpable parce qu'il y a des paramètres qui montrent que on a établi un lien entre A et B. Mais si vous êtes à la télévision, vous vous réveillez le matin ou à la radio, vous faites votre journal, si je n'ai pas d'électricité chez moi, je n'aurais pas suivi. Et donc, vous avez bien fait votre travail, vous avez envoyé l'information qu'il fallait, mais vous n'avez créé aucune relation avec moi. Et donc, vous n'avez pas communiqué avec moi. Et pourtant, l'information existe bien. La suite, il faut passer à l'IFACIL. Je vous avais dit que c'était intéressant. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas considérer tout le monde parle de journalistes, de journalisme, de l'information, de la communication, mais personne n'est disposé à apprendre. Mais ça, et heureusement, le rôle des médias que nous sommes, c'est également former et informer. Ouais. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, il y a moyen de récupérer en suivant cette émission tous ceux qui s'intéressent également à la communication et à l'information, mais on en parlera avec détail peut-être prochainement parce que ça intéresse grand monde et ça fera beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce domaine de la communication et de l'information. Mais reparlons quand même de l'actualité qui nous concerne, nous, de la presse, nous, les médias. Ça y est, le CESAC, comme je le disais, énième mise en garde de CESAC contre une campagne précoce. Vous, qui êtes un observateur également de la société, vous pensez vraiment que les médias sont en campagne précoce ici, au pays? On peut regarder ça de plusieurs points de vue. Si on regarde du point de vue de la société, on peut dire qu'effectivement, les gens constatent que le contenu des médias, tout ce temps ici, depuis plusieurs mois d'ailleurs, depuis des années. Voilà. Mais là, si on entre dans les processus électoraux, depuis l'enrôlement, effectivement, les gens constatent que ça ressemble exactement à la campagne électorale. Il n'y a pas de différence. Donc, les gens qui vont déposer leur candidature, ils vont avec tout le monde, avec tout le quartier, ils arrivent là-bas. Et donc, à l'issue de ça, ils ont porté les t-shirts et tout. Ça ressemble vraiment à la campagne électorale. Même si, d'habitude, les activités politiques n'étant pas interdites, ça veut dire que les partis politiques et les personnalités politiques font des activités politiques pour entretenir leur base. À ce moment-là, ce n'est pas de la campagne électorale parce qu'ils n'appellent pas des gens à venir voter, ils n'appellent pas clairement les gens à aller voter, même si on sait que c'est ça les buts. Parce que toute communication politique est téléonomique, ça veut dire que ça vise un but. Les buts, c'est d'être élu, d'appeler les gens à vous élire. Mais tant que vous ne l'avez pas prononcé encore, on peut dire qu'on n'est pas en campagne. Ça, c'est du point de vue du public. Mais du point de vue de la loi également, la campagne électorale est régie par les lois. Donc la CENI doit pouvoir lancer, doit arbitrer pour dire, voici, le moment de campagne électorale vient de commencer. Il y a donc un calendrier qui est établi et selon ces lois, le CESAC accompagne la CENI parce qu'il y a des passerelles dans les lois, la loi organique du CESAC, tout comme dans la loi organique de la CENI, il y a des passerelles qui sont établies pour que le CESAC et la CENI puissent assurer ce qu'on appelle la communication et l'information électorale. Donc les deux institutions travaillent de concert. Alors là, si la CENI a laissé que tous ces gens qui viennent d'ailleurs s'enrôler et qui viennent déposer les candidatures viennent avec tout ce qu'ils amènent dans leur bureau, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils répercutent parce que leur travail, c'est aussi de rendre compte. Donc, il y a le côté informatif
qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que ces candidats font, ils répercutent ça auprès du grand public. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. En plus, il y a dans notre métier ce qu'on appelle les publics-reportages. Ça veut dire quelqu'un, il vient, il paye, dans n'importe quel domaine, politique ou économique, il paie de l'argent pour qu'on puisse faire un public-reportage en sa faveur. Ce n'est pas interdit, c'est la loi. Et donc, si les journalistes le font de manière régulière, on ne peut pas le leur reprocher. Et pourtant, cela ressemble exactement à la campagne électorale. Plus grave, ce sont ceux qui ont une parcelle de pouvoir, ministres, président de la République, institutions, vraiment, je cite ça de manière comme ça, je ne cite pas le nom de quelqu'un comme ça. Et donc, tous ceux qui sont dans les institutions, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Ils se retrouvent à Goma comme ministre, et puis on apprend le soir qu'il a eu des activités politiques. Voilà. Et puis il installe son parti, ce qui fait que la propagande a commencé avant le coup sifflé de la CENI. Et quand le CESAC dit, par exemple, il faut s'abstenir de tout message à caractère promotionnel, qu'est-ce qu'on met dedans? Le CESAC doit pouvoir fixer ce qu'il appelle message à caractère promotionnel. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, il faut encore former les gens. Il faut faire un glossaire, si vous voulez, une définition des concepts. Qu'est-ce qu'on appelle contenu à caractère promotionnel? Oui. Parce que je donne un exemple. Un ministre, il est ministre de la République, il se retrouve dans une mission, et puis il reçoit les gens de son parti politique. Il est accompagné des médias. Les médias disent qu'il a aussi reçu les gens de son parti politique. Est-ce un message promotionnel ou pas? Voilà. C'est cela la question qu'on se pose. Donc je pense que le CESAC, tout en faisant son devoir, parce que c'est de son devoir de s'assurer que les médias ne sont pas en dehors des normes telles que ça a été fixé, puisque la CENI n'a pas encore sifflé la campagne électorale. Effectivement, on peut estimer que les médias n'ont pas le droit, mais entre-temps, les médias ont le droit de faire leur travail au quotidien. C'est celui de rendre compte. Et donc, c'est vraiment les deux. Mais oui, mais la limite, elle est quasi inexistante. On dit, OK, là, par exemple, passons par des exemples concrets. Il y a tournée, de redynamisation d'un parti politique. Je suis appelé à couvrir. J'écris comment? Quelle est l'écriture journalistique appropriée pour que je ne tombe pas sous le coup de cette mesure de CESAC? Bon, en règle générale... Pendant cette période ici, parce que là, on sommes pratiquement à un mois et quelques jours de la campagne électorale maintenant, mais il y a des partis politiques qui font leurs activités. Je dois couvrir. Comment je fais? L'écriture doit être comment? C'est très difficile parce que, comme je disais, c'est ma limite. Hein. Donc le CESAC ne devrait pas s'arrêter à dire, il a fait peut-être la première partie, mais ça doit aller plus loin. Il faut vraiment une éducation, une sensibilisation des médias. Sinon, on tombe dans l'arbitraire comme ça. Un jour, on risque de se réveiller un matin, le CESAC dit, pour moi, j'estime que ce reportage-là, il tombe sous le coup, il a un caractère promotionnel. Tout à fait. Il faut que les gens aient le même entendement de ce qu'on appelle caractère promotionnel. Tout à fait. Il faut qu'on ait le même entendement parce que là, comme je dis, c'est vraiment limite. Parce que, écoutez, en règle générale, restons sur les plans des principes, en règle générale, en ce moment ici, quand on est dans un processus électoral, les articles sont de deux types, répondent à deux contrats. Il y a le contrat informatif et il y a le contrat explicatif. Le contrat informatif, c'est comme nous disons, tout ce que les hommes politiques font, leurs gestes, leurs faits, et même leurs opinions, ce sont des faits parce qu'ils les ont prononcés. C'est des paroles, puisqu'ils les ont prononcées, ça fait partie du travail du journaliste de pouvoir rendre compte de ces faits-là. Et puis, il y a le côté explicatif, par exemple, du processus, explicatif et analytique. Ce contrat qui existe, expliquer les enjeux, expliquer le processus tel qu'il est en train d'évoluer, on est arrivé à quel moment, qu'est-ce qui peut se passer, faire des projections, ça veut dire de manière analytique pour dire, maintenant on est à tel moment, quand on sera arrivé à tel autre moment, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça, c'est le travail du journaliste. Il le fait de manière tout à fait ordinaire. Comme je l'ai dit, il se fait que dans ce travail qu'il fait, il doit rencontrer les préoccupations du grand public qui voudrait savoir qu'est-ce que tel candidat est allé faire à l'Équateur. Parce que le candidat dit non, je ne suis pas en campagne, mais je suis en train de redynamiser mon parti. Je me trouve à l'Équateur, je parle aux gens de l'Équateur en leur disant, voilà, je comprends vos problèmes d'électricité. D'ailleurs, j'ai amené avec moi une petite solution. Le jeunesse fait quoi? Il rencontre. Voilà. Il rend compte de ce fait-là. On dit que c'est promotionnel, mais entre-temps, il a rendu compte parce que les faits existent.
Il ne les a pas inventés. Voilà. C'est pourquoi je dis que le CESAC doit aller très loin. Aller loin, ça veut dire, d'ailleurs, je pense que c'est trop tard aujourd'hui, il devait commencer avec le processus électoral, travailler de connivence avec la CENI pour assurer une sorte de formation continue pour que les professionnels des médias suivent toutes les étapes du processus en étant conscients qu'on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Mais là, c'est tard, je dis vraiment que c'est tard, parce que si le CESAC peut peut-être parler aux médias traditionnels tels que nous sommes là, en train de nous voir, mais tout ce qui concerne comme réseaux sociaux... on va en parler, parce que là aussi, ça pose déjà un problème. Mais on se dit, je ne veux pas trahir un secret que de dire que vous avez eu à travailler également au CESAC il y a quelques années. Lors du précédent processus électoral, donc de 2018, comment vous êtes pris avec les médias? Quand est-ce que vous avez dit, maintenant, c'est la campagne? C'est quoi le contenu qu'on peut mettre dans un élément? Allez, ouais, je reformule. Le contenu qu'on peut mettre dans un élément d'une campagne électorale. Non, je dis que c'était un processus. Le CESAC avait fait quoi? Et fait quoi d'habitude? Le CESAC fait une directive. Oui. Il y a une directive, comme ce n'est pas une loi, c'est une directive relative au comportement des médias pendant le processus électoral jusqu'à ce qu'on arrive à la campagne. Et cette directive est faite avec la CENI. Ça veut dire qu'il y a du contenu qui vient de la CENI. La CENI accepte que cette directive, elle est conforme, elle respecte la loi du CESAC. Et actuellement, est-ce qu'on a cette directive? Je pense la directive doit peut-être exister. Peut-être. Bon, on attend une autre directive. Bon, voilà. On attend. En tout cas, je ne sais pas le document. Je ne sais pas si on l'a sensibilisé. Je n'ai pas suivi vraiment. Je n'ai pas entendu parler. Mais je crois que la directive devrait pouvoir exister. Parce que c'est celle-là, justement, qui fixe les normes. Parce que la directive commence par une définition de concept. C'est quoi qu'on appelle campagne, c'est quoi qu'on appelle pré-campagne. Exact. C'est dit à l'intérieur de la directive. Exact. La directive permet donc aux gens de savoir c'est quoi qui est campagne, c'est quoi qui est pré-campagne. Généralement, la campagne commence lorsque la CENI autorise les candidats à aller vers leurs électeurs pour leur dire voici mon programme, votez-moi. Mais oui, mais dans le cas de l'écriture journalistique, dans le cas des médias, des journalistes, la campagne commence quand le journaliste commence à dire non, vous pouvez voter telle personne. C'est ça qu'on dit, vote telle, pas le journaliste lui-même. Ou À ce moment-là, c'est la différence entre l'information et la communication électorale. L'information, c'est de parler du processus, de dire les choses telles qu'elles se passent, mais pendant la campagne électorale, généralement, on passe de l'information à la communication électorale. Ça veut dire que là, vraiment, on pousse les gens à voter quelqu'un, on cite le nom de la personne en disant « allez voter tel ». Ça, ce n'est pas de l'information. Là, c'est vraiment, on entre dans le cadre d'une campagne, ça veut dire d'une campagne de communication électorale pour pousser les gens à aller voter quelqu'un. Exactement comme on fait dans le commerce. Hein. Les communicants qui sont, par exemple, dans les entreprises, je ne vais pas citer, je ne sais pas moi, Bralima ou Bracongo, bon, je cite les deux, comme ça, je n'ai pas de problème. Voilà. Quand je cite les deux, qu'est-ce qu'ils font? En règle générale, ils font des campagnes, mais c'est des campagnes à sourdine. Les gens boivent, ils font des affiches et tout. Mais il y a des moments où ils veulent lancer un nouveau produit. C'est vraiment, ils vous disent que nous sommes les meilleurs produits. Hein. Il faut boire. Ça, c'est les meilleurs produits. Il faut vraiment boire parce que c'est différent des autres. Les autres vous endorment. Là, nous sommes vraiment dans une communication marketing solide pour faire vendre le produit. Exactement. Comme on fait pour les candidats. La CENI a déjà publié, par exemple, la liste définitive des candidats à la députation nationale. Chacun connaît maintenant son numéro. Est-ce qu'à la télévision, à la radio, un journaliste peut dire telle personne, candidat numéro 5, est-ce qu'il tombe? Il est en train de faire la campagne déjà? Oui, ou pré-campagne? Parce que là, il est en pré-campagne parce qu'il suggère aux gens de faire attention à tel numéro. Il suggère aux gens, parce que c'est ça le problème. Pourquoi vous devez suggérer aux gens que c'est le numéro 16? Parce que si vous en parlez 4 fois, les gens savent que c'est le numéro 16. Ouais. Et donc, ça va rester dans la tête des gens. Donc, comme je dis, ce type de communication, c'est téléonomique. Vous visez un but, c'est d'ancrer dans la tête des gens
qui a un numéro 16. Et donc, pendant cette période, les journalistes doivent s'abstenir pendant Par leurs exemple, émissions de parler du numéro de l'invité, même s'il va aborder autre chose, mais son numéro ne peut pas être affiché. Non, si lui-même peut-être en parle au détour d'une question, c'est vrai, ils sont malins, ils veulent bien être élus. On ne peut pas non plus l'empêcher de le faire, mais vous lui dites, non, pour l'instant, vous pouvez garder le numéro parce que ce n'est pas encore le moment d'en parler. Alors, il faut faire attention à ça. Parce que là, vous suggérez aux gens qu'il y a un numéro 14, parce qu'il y a un numéro 13, il y a aussi un numéro 15. Voilà. Comme vous n'en parlez pas, voilà. Il n'y a pas d'équité à ce moment-là. Non, mais comme je dis, excusez-moi, c'est une introspection parce que moi-même, récemment, j'ai fait ça. Voilà, tout à fait. Je suis en train de me marrer parce que, j'avoue, c'est une émission où on se remet en cause, nous tous, hein, on ne fait pas toujours bien les choses, mais là, on apprend, mais bon, si on a fait ça une fois, rassurez-vous, la deuxième fois, on ne va pas le faire. Donc, on attend, là, on signale par rapport, par exemple, au numéro des candidats. Lorsque vous présentez une émission, c'est en vous, vous ne devez pas donner le numéro. Non, vous ne devez pas. Vous dites pas. Candidat député national, mais exemple, pas donner le numéro. Quand vous donnez le numéro, vous suggérez aux gens, et quelqu'un peut ne vous avoir suivi qu'une seule fois, il retient ce numéro. Et donc là, vous participez pratiquement à la communication électorale de ce gars. Vous êtes en pré-campagne. Il faut faire la différence. Parce qu'au moment de la campagne, vous serez totalement libre. À ce moment-là, vraiment, de dire son numéro, vous pouvez répéter ça 20 fois. Bon, peut-être que voilà. Là, il n'y a pas de problème parce que vous le recevez dans le cadre de sa campagne électorale. Voilà. Parce que les médias doivent continuer ou doivent rester un peu équilibrés et doivent rester équitables envers tout le monde. Parce que si vous dites candidat numéro 5, ça veut dire que tous ceux que vous recevrez, vous devez donner leur numéro. Oui. Et cela constitue exactement la campagne. Oui. Vous avez le numéro, c'est la campagne. Nous allons nous clairement. C'est la campagne. Alors, on revient sur les réseaux sociaux. Comment le CESAC peut arriver à faire appliquer ces mesures au niveau des réseaux sociaux? On sait qu'il concerne les médias. C'est vrai qu'il y a maintenant des médias. YouTube, c'est un média, on suppose. Ouais, je sais pas, Twitter, Facebook, ce sont des médias. Oui, bien sûr. Comment le CESAC peut arriver à faire appliquer ces différentes mesures au niveau des réseaux sociaux, des plateformes, de ces différentes plateformes? C'est assez difficile. En fait, il y a deux choses. Premièrement, quand c'est un individu, quand je parle d'individu, c'est pas insultant, ça veut dire une personne, un quidam, qui n'a pas de relation avec les médias, vraiment, il le fait pour son propre plaisir, il publie, je sais pas, le nom de son candidat, et ainsi de suite, il n'y a pas de moyen, on peut pas l'en empêcher. C'est la liberté des pensées, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et donc, la personne est totalement libre de mettre sur son Twitter qu'il veut. Mais maintenant, il y a une particularité au moment, si on regarde la qualité de la personne. Madame Élisée Odia a en même temps son compte Facebook, en même temps son compte Twitter, mais elle présente l'émission. Ça veut dire que le contenu qu'elle met là-bas, si c'est un contenu informationnel, à ce moment-là, sa page doit être suivie différemment. Ce n'est plus la page de madame, de monsieur tout le monde. C'est la page de quelqu'un qui est au fait de l'information et voilà, qui a quelque chose à donner et donc sa page va être regardée autrement. C'est vraiment la page d'un journaliste, ce n'est pas la page de n'importe qui. La page du président de la République, du président des États-Unis, vous savez, le président qui vient de passer, ou Joe Biden, comme il est là, je ne sais pas moi, comment on l'appelle, Obama, ou celui qui est passé, comment il s'appelle, j'oublie souvent son nom. Donald Trump. Trump, il dirigeait par un tweet, n'est-ce pas? Il a annoncé la décision par tweet. Ça veut dire que ce tweet-là, ce n'est pas un tweet ordinaire. Donc le tweet du président devient un instrument de son pouvoir. Le tweet du journaliste, s'il agit comme journaliste, il n'y a pas de différence. C'est vraiment un média d'information. Mais comment, quand est-ce que... alors, limite aussi. Ah oui. Quand est-ce que sur les réseaux sociaux, on cesse d'être journaliste ou on redevient journaliste? Ben, faites un autre compte où vous n'utilisez pas votre nom de journaliste. Si vous signez comme journaliste Élisée Odia, mettez là-bas Odia Élisée. En ce moment-là, nous pouvons faire la différence. Parce que c'est aussi juridique. Hein. Peut-être que les juristes n'ont jamais pensé à ça, mais c'est aussi juridique. Vous ne pouvez pas utiliser la même identité, même si vous avez une multiple identité, pour faire le même travail et faire la différence. Parce que c'est le travail d'informer. Et surtout qu'il y a aussi un lien bio dans la biographie, par exemple sur Twitter, tu écris. Donc quand tu écris par exemple déjà sur Twitter, tu es journaliste, donc oui. Du coup tu agis et tes écrits t'engagent en tant que journaliste. C'est clair. À moins que sur Twitter tu publies tes relations personnelles avec quelqu'un, tu es allé, tu t'es marié, on va dire bon, mais tu t'es marié, ça c'est différent. Mais si tu fais de l'information,
bien, c'est exactement le même travail que tu fais au quotidien, avec la même identité. Et donc, il ne faut pas se dire après, non, non, c'était personnel. Ben non, tu as fait de l'information comme tu l'as fait sur les médias ordinaires ici, des médias qu'on peut appeler traditionnels, tu l'as fait sur un autre moyen de communication qu'on appelle Twitter. En ce moment-là, Twitter est un média à part entière. Si quelqu'un d'autre l'utilise et qui n'a pas ta qualité, ok, on peut dire que bon, il est en train de s'amuser. Mais pas toi, parce que tu as la même qualité et donc on sait que tu manipules l'information. De la même manière que vous le faites maintenant, comme vous le faites avec moi, il n'y a pas de différence. Donc vous pouvez être sanctionné de la même manière que quelqu'un qui travaille dans un média traditionnel. À mon point de vue, oui, et cette discussion s'était passée lorsque j'étais dans l'ancienne équipe du CESAC, justement, la directive, on a dit qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Parce que vous-même, vous faites le même métier, le même métier. Mais le même métier, on est dans un pays où il y a floraison, foisonnement des journalistes comme des médias. Il y en a des milliers maintenant sur Twitter. Comment le CESAC arrive à pointer, à dire où on va juste mettre l'accent au niveau vers ceux qui ont des grands comptes? Possible parce que... Donc, si tu sais que tu as plus de 100 000 followers, tu es dans le viseur du CESAC. Parce que ce que vous allez faire, vous, ça va être répercuté par combien de personnes? Des milliers de personnes. Ça veut dire que si... Donc, du coup, journaliste qui a 2 followers, 100 followers, ils ne seront vraiment pas inquiétés par rapport... À la rigueur, c'est un anonyme, voilà. À la rigueur, c'est un anonyme. Peut-être qu'il le fait pour son propre plaisir, voilà. C'est pas... Mais imaginez-vous que vous puissiez écrire quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement grave, sur votre compte Twitter. Vous-même, vous en avez été... Je suis en train de rire parce que je me rends compte quand même que, c'est vrai, je vais l'admettre, j'ai peut-être fait quelques erreurs sur mon compte. Et donc, c'est ça, peut-être qu'on le fait sans se rendre compte, mais... Oui, je ne m'en rendais pas compte. Il faut vraiment se rendre compte. Parce que vous imaginez, vous le faites, effectivement, et tous ceux qui ont suivi, ils se rendent compte que vous êtes journaliste, c'est votre qualité de journaliste qui va primer pour tout le monde. C'est une journaliste qui a tweeté ceci, et donc c'est de l'info pour eux. Il n'y a pas de différence. Donc, avis à tous les confrères qui ont des gros comptes. Voilà. Donc, vous êtes dans les viseurs du CESAC, même si vous êtes dans les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir. Ouais. C'est-à-dire vous ne serez pas traité de la même façon que quelqu'un qui a un petit compte, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Donc, du coup, tout ce que vous allez écrire pendant cette période va être scruté. Voilà. Ce n'est pas pour faire peur aux journalistes, mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a eu une loi, il y a le code du numérique qui est arrivé. Il faut éviter qu'on utilise ça contre nous. Voilà. On va dire, voilà... Il me dit que c'est dit. Ouais, mais j'ai toujours dit que ce code numérique-là, peut-être il y aura aussi un débat. Vraiment, l'État a récupéré à gauche ce qu'il nous a donné avec la loi. C'est clair. Je suis du même avis que vous, mais je me dis, entre-temps, qu'on y arrive, ben, qu'une dame se réveille un matin, vous dit que ça existe. Voilà. Donc, il faut vraiment marcher sur les oies en se disant, non, maintenant, à cette période, qu'est-ce que je fais pour que je ne tombe pas dans ça en disant, non, non, c'était personnel. Non, non. Vous avez agi comme journaliste, vous êtes allé couvrir une information comme journaliste. Vous avez utilisé votre compte Twitter ou votre compte Facebook ou Instagram pour publier des choses, d'un contenu journalistique. Eh bien, vous l'avez fait comme journaliste. Alors, pareil qu'au niveau des médias traditionnels, même dans nos comptes, on ne doit pas mettre, pendant cette période, le numéro des candidats, par exemple, à la députation nationale. À moins que vous preniez la précaution de dire que vous faites une communication politique. Alors, dites aux gens que vous êtes en train de faire une communication politique. Entre parenthèses, je fais numéro 26, communication. Non, vous écrivez déjà communication politique. Okay. Vous vantez votre personne. Okay. On sait que c'est une communication politique. Peut-être qu'elle a été C'est un peu comme on dit avec le public reportage. Voilà. On sait que c'est une communication politique. Mais si vous faites de l'information et que vous le faites, ça pose un problème. Parce que c'est le même métier que vous faites. Voilà. Donc, on est en train de vous donner des astuces. Moi-même, je suis dedans. Voilà. Mais je plaide déjà pour l'intelligence de ces... On va améliorer. Mais et je le répète et je le dis, l'émission, c'est vraiment pour ça, pour qu'on puisse voir comment on peut essayer de mieux faire ce travail et mieux exercer ce métier en obéissant aux règles, aux différentes règles, aux lois du pays, mais également... Alors, donc, on est en train de continuer sur la pré-campagne, campagne. Quand vous étiez encore au CESAC, la campagne débute quand on dit « votez-tel ». Voilà. La campagne commence, la CENI dit, voilà, la campagne va commencer tel jour, par tous les moyens, et ce jour-là, les gens déploient tous leurs instruments, que ce soit dans les médias, avec les affiches, dans les petits groupes, en individuel, en interpersonnel, voilà.
voici ce que je veux être, je veux que vous puissiez voter pour moi. Ça, c'est la campagne électorale. Et voilà, ça fait tout un mois, les gens sont là-dedans. En ce moment-là, on dit il est interdit d'interdire à quelqu'un, sauf les insultes, sauf tout ce qui est contre les mœurs et les lois. Tout le reste, les gens peuvent s'autoriser. Et pendant la campagne électorale, quelle attitude nous, journalistes, devons-nous avoir? C'est-à-dire par rapport à la diffusion des éléments qu'on produit, par exemple, parce qu'on sait que ça sert à vraiment la communication, on doit toujours mentionner communication quand il s'agit des éléments liés à la campagne électorale, Oui, ou comment, il faut. ou on va mettre ça dans le compte de l'information? Non, il faut mettre des éléments de communication parce que si vous voulez mettre ça dans l'information, il faut utiliser le principe de l'équilibre. Ah, ok. Vous n'allez pas prendre un Voilà. seul candidat, le mettre là toute la Ah, journée, voilà. comme ça dit qu'il a fait. Si vous avez une page ou une plage, comme on dit dans la guide des programmes, une plage qui concerne les activités des partis politiques, mettez-en log 3, 4, 5, et puis mettez-en de plusieurs courants. Oui. Parce que ce qui se fait souvent, c'est quoi? On voit ça même dans les médias publics, c'est que c'est le même courant. Ouais, C'est le exact. même courant, c'est la même plateforme, on met 4 ou 5 personnes. Non, ce n'est pas équitable. À ce moment-là, utilisez l'équité en disant, nous avons une tranche chez nous, une tranche de 20 ou de 30 minutes que l'on donne. Pour la campagne électorale, dans le journal, c'est peut-être 10 minutes, ainsi de suite. Alors, mettez-en plusieurs, mettez tous les courants. Si l'un a payé 300, l'autre a payé 300. Ou alors vous dites, c'est gratuit chez nous, comme nous sommes un média qui accepte tous les courants. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez le même courant ou la même personne, à tout bout des champs, voilà, en ce moment-là, la campagne devient inégalitaire, inéquitable, et c'est une faute, encore une fois de plus, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Et c'est encore une faute. Vous avez parlé de 300, 400. Il y a certaines personnes qui pensent que l'information, elle est gratuite, mais pas la communication. Non, la communication, elle est payante. Parce que vous avez un but. Certaines Voilà. personnes, ils disent 2 MeToo, 3 MeToo. Je me demande quand c'est la com, il faut toujours savoir qu'elle est payante. Tout à fait. Et l'information, mais là, elle Non, est... l'information, elle est... Écoutez, c'est pour ça que nous disons, ou on dit même, toutes les lois disent, par exemple, que le président de la République, par exemple, il ne peut pas, même dans les pays où les gens démissionnent, le président de la République, Madagascar, par exemple, le président de la République démissionne. 3 mois avant les élections, il démissionne, il part pour éviter qu'il ne soit jugé parti. Chez nous, ce n'est pas la loi n'est pas ça. La loi, le président de la République est là. Donc, mais on fait la différence entre le moment où il est président de la République Et le moment où il est candidat. Le pays ne peut pas s'arrêter. Le président de la République doit continuer à gérer l'État. Donc, il va continuer à recevoir ses homologues, il va continuer à faire la diplomatie, il va continuer à diriger les institutions, notamment l'armée, dont il est le commandant suprême. Alors, s'il reçoit l'armée, ne dites pas qu'il a en train de faire une campagne. À ce moment-là, il fait son travail comme chef de l'État. À ce moment-là, c'est différent. Mais si vous utilisez ce qu'il a fait comme chef de l'État pour dire que c'est pour cela qu'il mérite un 2e ou un 3e mandat, vous êtes passé de l'information à la communication. Bon, c'est maintenant, si simple. Maintenant, là qu'on est un peu plus éclairé, parce qu'on n'avait pas l'information, maintenant on a l'information. Si un journaliste avait déjà dit ou publié, par exemple, le numéro, en annonçant, par exemple, une émission, là, j'avoue, je parle un peu, je pèle pour ma propre chapelle. Je vous dis sincèrement, si on avait déjà publié un numéro d'un candidat pour annoncer une émission, là, comment on fait pour s'en rattraper? Non, mais écoutez... On n'avait pas l'info quand même, à notre décharge, nous n'avions pas l'info. Écoutez, et puis le communiqué, c'est ça qui n'était pas encore sorti. La loi n'est pas rétroactive. C'est vrai que vous deviez le savoir, vous ne le saviez pas. Là, le CESAC vient de faire. Donc, le CESAC a sonné en disant arrêtez, c'est une alerte. Bon, maintenant, veillez, vous conformer en vous disant ok, désormais, je ne ferai plus. Je reçois un candidat, je reçois quelqu'un, je le présente comme acteur politique. Ça s'arrête à ça. Il est candidat, mais voilà. C'est juste ça. Alors, ne tenez pas rigueur. Même le CESAC sait que peut-être le CESAC a fait ce rappel parce qu'il estime que les gens ont exagéré en disant bon, comme ils ne comprennent pas, je vais mettre une limite désormais. Donc, désormais, le CESAC va regarder ça différemment. Mais comme je dis, ça ne suffit pas. Je pense que le CESAC a peut-être ce programme-là, bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux, de voir effectivement comment mieux informer, mieux sensibiliser pour dire aux gens, voici ce que je considère, moi, comme étant contenu qui va vers la campagne.
Voilà. On espère que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la magistrature... De la communication. De la communication, bon, Voilà. de la magistrature. De De la communication va essayer de s'atteler rapidement parce qu'on a besoin de ça. Parce que l'idée aussi, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est d'éviter l'arbitraire. Parce que quand ça manque de contenu, un jour, le bureau du CSA risque de se réveiller et dire « tel, vous avez fait ça, donc on vous écarte Voilà. ». On veut bien aussi connaître, comprendre qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on met dans une campagne électorale à caractère promotionnel ou une pré-campagne à caractère ou des messages à caractère promotionnel. Généralement, la directive met tout cela. Je suis convaincu que la directive est peut-être déjà quelque part, peut-être qu'on n'a pas encore dévoilé. Je suis convaincu que la directive doit être quelque part, peut-être qu'elle est en train d'être élaborée ou en train d'être refaite, parce qu'elle avait existé dans tous les 3 processus électoraux précédents. Il y avait toujours une directive. Certainement qu'elle est là, parce que c'est là-dedans qu'on définit les concepts. Voilà ce qu'on appelle ceci, voilà ce qu'on appelle cela. Les gens savent ce que c'est, et à ce moment-là, c'est plus facile d'interpeller, je laisse pour lui dire, mais regardez, vous n'avez pas vu qu'il y a telle chose à laquelle vous n'avez pas veillé. En tout cas, c'est sûr, moi, je sortirai de cette émission moins bête. Hein. Moins bête, parce que j'ai tellement appris, j'espère que vous l'avez appris avec moi. Rapidement, on va bientôt terminer. Récemment, on a eu à recevoir, dans le cadre de cette émission, plusieurs autres confrères journalistes. On a parlé de cette problématique autour des journalistes candidats ou candidats journalistes. Devaient-ils continuer d'exercer? Mais aujourd'hui, je vais ajouter une autre dimension, et peut-être qu'on va terminer par là. Est-ce qu'un journaliste qui a postulé et qui a échoué, surtout quand il a postulé pour le compte d'un parti, peut redevenir journaliste? Moi, je pense que d'abord, en règle générale, lorsque l'on postule, même dans les entreprises publiques, qu'est-ce que les gens font? Ils sont à mise en disponibilité. Même dans les entreprises publiques. Mise en disponibilité parce qu'il n'est plus à mesure de rester neutre devant les dossiers qui vont passer devant lui. A fortiori, quelqu'un qui fait de l'information, c'est-à-dire qui parle des autres, ainsi de suite, il doit être équitable et donc il devrait pouvoir démissionner et quitter. Une fois qu'il est élu, il ne doit pas continuer à exercer comme journaliste. Malheureusement, cette tendance à continuer, on en connaît, qui sont députés, qui continuent à exercer. Ils ne devraient pas exercer, même s'ils disent qu'ils ne sont pas journalistes, ils sont des acteurs des médias, ben, ils ne peuvent pas. En principe, l'Assemblée, les bureaux de l'Assemblée devraient veiller à cela. C'est encore là un autre problème. Les bureaux de l'Assemblée savent que ces gens-là sont jugés partis. On les laisse faire, on ne devrait pas. On devrait leur interdire de continuer à prester dans les médias. Alors, vous ajoutez une autre question. En principe, quand quelqu'un a fait une mise en disponibilité et que les raisons de la mise en disponibilité ont disparu, la personne devrait reprendre son poste. Mais on connaît déjà son penchant. Officiellement, c'est tellement prouvé, avéré que vous aviez postulé pour tel parti politique. Maintenant, ce qui peut être fait, vous ne pouvez pas non plus tuer la carrière de quelqu'un. Ce qui peut être fait, c'est que la rédaction peut désormais le décharger du côté information et lui donner d'autres tâches. Par exemple, d'être correcteur dans la rédaction, où lui-même ne va pas sur le terrain. On peut lui changer de tâche parce qu'à la rédaction, tout le monde pense que tout le monde doit écrire, nécessairement aller sur le terrain. Non. Donc la rédaction peut l'utiliser autrement. Il y a beaucoup de métiers de la rédaction en disant, vous désormais, votre travail, ça sert par exemple de corriger les papiers, voilà, ou de faire ceci, de faire des analyses. Voilà. On peut lui changer de casquette de telle manière qu'il continue à garder son emploi. On ne va pas faire de quelqu'un chômeur comme ça. Il peut garder son emploi, mais qu'on ne l'affecte plus à quelque chose où il est juge et partie. C'est simple. Donc on peut lui donner d'autres tâches. Pour moi, c'est ça la solution. Au lieu de casser la carrière de quelqu'un qui n'a pas réussi, qui a fait une mise en disponibilité. Mais s'il a réussi et qu'il a exercé, il ne devrait pas revenir. Mais s'il n'a pas réussi, il n'a donc pas exercé ce pourquoi il a fait, on peut lui donner d'autres fonctions. Merci beaucoup, Prof. Obulo-Kwetz, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais vous remercier et en même temps vraiment faire un clin d'œil à ce jeune homme, Stéphie Mukinzi. Je n'en ai pas parlé depuis le début de l'émission. J'aurai ça sur les cœurs, qui est parti d'Éduc TV. Un jeune homme que j'ai eu, que j'ai formé moi-même au Journal du Citoyen. Un garçon brillant, vraiment. C'est parmi ceux qui ont très bien fait leur travail. Dans la marmaille de ceux qui ne font pas bien, il y a des gens comme vous, comme lui, qui font très bien leur travail. Vraiment, pensée pieuse envers ce jeune homme, et merci d'avoir été votre invité parce que vous m'avez fait honneur de m'exposer une fois de plus devant votre public.
Merci à vous et vraiment on réitère nos pensées pieuses à Stéphie qui nous a quittés dans des circonstances quand même qu'on déplore jusqu'à présent, mais également toutes nos pensées à notre confrère en détention, Stani Boujakira. On est ensemble, de cœur avec toi, toi-même tu sais. Alors on se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Nous de la presse. On continue les débats, hein. On lance ça, c'est la période, on se remet en question, on ne vient pas là pour donner des leçons parce que nous-mêmes, on est là, moi-même je me suis retrouvée, là je vais peut-être effacer 2-3 choses parce que je me suis retrouvée, il y avait 2-3 choses que je n'avais pas bien fait. C'est aussi ça l'objectif de cette émission, c'est se remettre en cause, faire une introspection pour voir comment est-ce qu'on peut bien faire, parce que c'est toujours possible de mieux faire. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Nous de la presse.